Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va faire la présentation de la première étape de ce Tour de France 2022. On reviendra sur le profil du parcours, un petit peu d'histoire, un petit peu de personnalité connue, et puis on regardera également les horaires de départ qui ont été annoncés, et vous verrez, il y aura des petites surprises dues à la météo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Bien entendu, du côté des commentaires, n'hésitez pas à me donner vos favoris, vos 3 favoris pour cette étape, et votre grosse cote. N'hésitez pas également dans les abonnements à me dire... N'hésitez pas également quand vous vous abonnez à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment les vidéos cyclistes. Il va y en avoir pas mal avec le Tour de France, bien entendu, et le Tour de France féminin. Je rappelle que je fais les 2 courses enchaînées. Pour cette première étape, un contre-la-montre 13 km, donc le premier maillot rose sera un rouleur et un spécialiste des chronos qui font entre 10 et 25 km. Ça c'est clair et net. Pour cette première journée, il faudra faire attention, on n'est pas sur un prologue. C'est une distance un peu plus longue, 13 km, c'est-à-dire qu'il ne faut pas partir trop vite. Il faudra faire attention à garder un petit peu d'énergie sur la fin de parcours, surtout s'il y a du vent de face qui pourrait avoir son importance également, le vent. La météo va avoir son importance sur ce contre-la-montre. Mais le premier maillot rouge, j'ai dit le premier maillot jaune, bien entendu, ma langue a fourché, c'est le Giro ça. Qui sera donc un rouleur. Du côté des sprinteurs, il faudra tenter de ne pas être trop loin pour certains sprinteurs qui seraient bons sur le contre-la-montre. Ça pourrait permettre à un très bon coureur d'avoir le maillot jaune après un sprint massif ou après l'étape des pavés également. Ça pourrait être une possibilité. Ou après les coups de bordure de demain. Parce que demain, s'il y a du vent, il y aura certainement des coups de bordure. Du côté du dénivelé positif de cette étape, on sera à 22 mètres, autant vous dire qu'on est sur un parcours très plat. Du côté de Copenhague, on regarde tout de suite le profil de l'étape, profil de cette étape numéro 1, parce que je rappelle que comme elle fait plus de 7 km, ce n'est pas un prologue. Copenhague, c'est l'écriture danoise, le Copenhagen, qui veut dire en fait Copenhague. Parcours qui sera dans la ville, toujours assez proche quand même de l'eau, de petits parcs du côté de Copenhague. On part vraiment en pleine ville. Des passages de ponts aussi. Il y aura 2-3 ponts sur le parcours, notamment le pont de la Reine Louise. Donc voilà, au bout de 500 mètres de course. Mais voilà, il y aura quelques ponts sur cette étape. Avec un chrono intermédiaire au kilomètre 6.5 à Saint-Jacob, donc à peu près à mi-distance, et on reviendra donc faire attention bien entendu, parcours en ville, donc il va y avoir des îlots centraux, il y en a quelques-uns. On est sur des avenues plutôt larges, je dirais, sur la majorité du parcours, mais nous avons quand même des virages. Le parcours n'est pas rectiligne, loin de là, donc il faudra faire attention. Dans le dernier kilomètre, alors... Au niveau des distances pendant tout ce Tour de France, il s'avère que contrairement au Giro, le Giro avait une carte des 10 derniers kilomètres qui était très précise et qui indiquait le kilométrage précis. Sur le Tour de France, la carte est interactive. Alors c'est vrai que ça permet de voir notamment les descentes en montagne, notamment plein de choses. Déjà, on a du mal à voir les ronds-points. Donc ça, j'ai du mal à vous le dire s'il y a des ronds-points. Deuxièmement, c'est l'échelle à la main, on va dire, pour le kilométrage. Donc j'ai fait un petit peu à l'œil, donc parfois ça peut varier de 200, 300 mètres. Je m'en excuse, mais voilà, j'allais pas mesurer avec ma règle sur mon écran d'ordinateur pour avoir le kilométrage précis. Donc 3 virages dans le dernier kilomètre. On commence sur la droite à environ 600 mètres de l'arrivée avec un virage à 90. Et ensuite, on aura une chicane à 500 mètres. Qui annoncera la dernière ligne droite, qui sera une chicane gauche puis droite. Ça sera à 500 mètres, il faudra faire attention, surtout si c'est un petit peu humide. Donc voilà les informations sur ce profil. On va revenir sur l'histoire. L'histoire du Tour de France. En ce début de Tour de France, on part du Danemark. Donc forcément, je ne vais pas vous parler d'étapes qui seraient déjà arrivées au Danemark, car c'est une première. Mais on va parler un petit peu du cyclisme danois sur les 2 premières étapes, parce que vous verrez que sur l'étape numéro 3,
Mais il y a une petite entourloupe. Hein, on parlera d'un coureur qui n'est pas vraiment danois. Enfin, je vous en dis pas plus. Il y aura une petite surprise. On parlera pas de Björn Norris également. J'ai tout fait pour éviter de parler de Björn Norris. Et j'ai réussi à me démerder pour pas parler de Björn Norris. Donc je suis heureux de ce côté-là. Je rappelle Björn Norris, vainqueur du Tour de France 96, qui a avoué cette DAP, mais qui n'est pas déclassé contrairement à Lance Armstrong, car il y avait prescription. Tour 2009, étape numéro 12. On est entre Tonnerre et Vittel. On est sur une deuxième semaine de course sur ce Tour de France, qui est une phase de transition, car lors de la première semaine, on a eu les Pyrénées, donc c'est une semaine de transition. Notamment, on aura une étape qui me tient à cœur, c'est l'étape de Saint-Fargeau. J'étais à l'arrivée dans le public, mais on aura... c'est là où j'ai récupéré mes mains PMU, bah, il faut le savoir. Mais on aura également pas mal d'étapes un peu... c'est même, je pense, l'étape du lendemain de Saint-Fargeau, l'étape 12. J'ai pas vérifié, ça doit être l'étape du lendemain, parce que Saint-Fargeau... oui, c'est l'étape du lendemain, parce que Saint-Fargeau s'est remporté par Mark Cavendish en haut d'une petite bosse, donc c'est l'étape du lendemain. On part donc de Tonnerre dans Lyon pour aller du côté de Vittel. On peut qualifier le Tour 2009 de début du Tour de renouveau. Avec le dopage. Pourquoi début du Tour de renouveau? Parce que d'un côté, on a quand même des coureurs français, des vainqueurs qui sont moins dopés ou plus dopés pour la plupart, qu'on a passé quand même le plus gros avec notamment l'affaire Gerolsteiner, l'affaire Saunier-Duval l'année d'avant, qu'on a eu des tours très compliqués, 2007 l'affaire Rasmussen, 2006 Floyd Landis, avant Armstrong, donc ça commence à être un peu mieux. Malgré tout, c'est pas parfait. C'est encore pas parfait aujourd'hui du côté du dopage dans le cyclisme, mais surtout on a encore Lance Armstrong, on a Contador qui gagne avec Astana, Johan Brunel à la tête de l'équipe, c'était pas très propre, on va pas se mentir. Sur cette étape-là, 2340 mètres de dénivelé positif, souvent des petites bosses, mais avec une route toujours en prise, hein. On est la traversée du Morvan notamment, c'est toujours très compliqué avec cet enchaînement de côtes. 5 côtes de 4e catégorie, la dernière de 3e catégorie, elle se situe à 40 km de l'arrivée. On s'attend donc à une bagarre le matin entre sprinters et baroudeurs. L'échappée va mettre du temps avant de sortir, quasiment 60 km, énormément d'attaques, énormément de coureurs veulent être à l'avant car les chances de victoire sont importantes. Parmi les attaquants, nous avons Schleck, Evans, Leipheimer ou encore Astarloza. Nous avons donc du beau monde. Mais c'est Laurent Lefebvre de la B-Box qui va sortir avec Sylvain Calzati de l'équipe Agritubel, qui était, on va dire, le B&B Hotel de l'époque, mais avec beaucoup plus de résultats. C'était les mêmes moyens, mais avec beaucoup plus de résultats. Sylvain Calzati, qui était vainqueur d'une étape en 2006 sur le Tour de France, vainqueur également du Tour de l'Avenir en 2004. Alors, il faut rappeler qu'à l'époque, le Tour de l'Avenir était beaucoup moins important qu'il ne l'est aujourd'hui. Et surtout, c'était par équipe de marque et pas par équipe nationale en 2004. Ce sont les deux qui lancent la bonne échappée. Ils sont rejoints par Franco Pelizzotti de la Liquigas. Au niveau du dopage, de toute manière, Pelizzotti sur ce Tour 2009, il est déclassé. Voilà, il faut le savoir après coup, parce qu'il y a eu du dopage. Marcus Foten, Gerolsteiner, mais cette année-là du côté de la Milram, champion d'Allemagne, je crois même cette année-là. Nous avons Egoy Martinez pour Euskadi Euskadi, qui est le maillot à poids. Pelizzotti est son dauphin. Rémi Poriol de la Cofidis, le crédit en ligne, et puis Niki Sorensen de la team Saxo Bank. On va avoir même une belle bagarre pour le maillot à poids, car nous avons Egoy Martinez, Pelizzotti, le premier face au deuxième, ça va être très intéressant. C'est l'Italien même qui va passer en tête de toutes les difficultés du jour, avec sa giclette, un peu plus importante que celle d'Egoy Martinez, sauf du côté de la côte d'Essoy, ou d'Essoy, je ne sais pas comment on doit dire, qui est remportée par Laurent Lefebvre. Derrière dans le peloton, les équipes de sprinteurs ne roulent pas, un petit peu à la surprise générale, peut-être un petit peu de fatigue également, après 12 jours de course. Elle laisse faire AG2R qui, on rappelle, a le maillot jaune avec Rinaldo Nocentini. Il a le maillot jaune depuis l'étape de Andorre-Arcalis remportée par Brice Feuillu d'Agritubel. Déjà à l'époque, pour ceux qui se souviennent, 2009 c'est la dernière année d'Agritubel par contre. Devant, on commence à se regarder, l'entente n'est plus excellente. Et oui, à 40 km de l'arrivée, on a compris que la victoire allait se jouer devant et pas derrière.
Le premier à attaquer à 23 km de l'arrivée, c'est Niki Sorensen. Il va être suivi par Sylvain Calzati. Les deux hommes vont s'isoler, ils vont garder une dizaine de secondes d'avance sur les poursuivants. Les poursuivants qui s'entendent, mais on sent qu'on compte les coups de pédale. L'idée, grosso modo, c'est de laisser Sorensen et Calzati à une dizaine de secondes, qu'ils s'épuisent et ensuite d'aller chercher les deux coureurs. Pas de peau, à 5 km 3, le Danois décide de partir seul et derrière, même si on arrivera à récupérer Calzati, on n'arrivera jamais à revenir sur le Danois qui s'impose sur cette étape du Tour de France. Derrière, c'est Laurent Lefebvre qui fait deuxième, qui bat Franco Pellizotti. Et le peloton arrive à 6 minutes, il est réglé par Mark Cavendish. Derrière, Nocentini garde le maillot jaune. Surprise même, c'est Roselyne Bachelot qui lui remet le maillot jaune ce jour-là, parce que je rappelle qu'en 2009, elle devait être ministre des Sports ou secrétaire d'État. Je sais pas si c'était à l'époque avec Christophe Laporte. Pas du tout avec Christophe Laporte, avec Bernard Laporte. Ils étaient en binôme, pour ceux qui s'en souviennent, au moment de la Coupe du Monde 2010 notamment. Martinez garde le maillot à poids, mais l'écart s'est réduit avec Franco Pellizotti et puis Niki Sorensen. Pour rappeler un petit peu sa carrière à Niki Sorensen, c'est un peu son fait d'armes à cette victoire sur le Tour de France. C'est un coureur qui sera surtout équipier, Niki Sorensen à la Saxo Bank, équipier de Contador, notamment sur la fin. Équipier de pas mal de coureurs à la CSC, hein. Il a passé quasiment toute sa carrière du côté de la CSC à partir de 2001 jusqu'à 2014. Et il n'a aucun lien de parenté avec Chris Anker Sorensen, mais ça va permettre également de parler de Chris Anker Sorensen, qui est un coureur cycliste danois, vainqueur lui aussi d'une étape du Tour d'Italie en 2010, pas du Tour de France. Il avait remporté le prix de la combativité en 2012. Il a été pas mal parti en échappée. Étape également sur le Dauphiné libéré en 2008, mais lui aussi surtout équipier du côté de la Saxo Bank. Et puis il est mort de manière assez triste, c'est pour ça qu'on lui rendra hommage lors de l'étape numéro 2. Il est mort du côté de Zeebrugge l'année dernière lors des championnats du monde qu'il commentait pour la télévision danoise. Il avait été renversé par une voiture et ça avait vraiment ému le monde du cyclisme lors des championnats du monde l'année dernière. Il a été également directeur sportif de la formation danoise Rivoal, formation danoise de 3e division. Et puis il avait été également coureur chez Vital Concept, champion du Danemark également en 2015, pour ceux qui s'en souviennent. On va parler des personnalités sur cette étape. Alors, du côté du cyclisme, les personnalités qui sont nées du côté du Danemark. Nous avons Casper Pedersen, le coureur de la DSM, Michael Berg, Anders Lund, coureur également à la Saxo Bank, Bo Hamburger, qui a été vice-champion du monde en 97 derrière le dernier champion du monde français avant Julien Laffier, derrière Laurent Brochard, voilà, j'avais oublié son nom. Et puis Cécile Ludwig qui devrait faire le Tour de France, qui est en ce moment sur le Tour d'Italie. Bamberger qui a également, je crois, une Amstel ou 2 Amstel à son palmarès. Du côté des autres personnalités, nous avons Mads Mikkelsen, alors méchant dans Casino Royale, également Doctor Strange. Il a reçu le prix d'interprétation à Cannes. Il a également fait la série Hannibal. Et puis le réalisateur Lars von Trier, bon, surtout connu pour ses polémiques. Là aussi, prime à Cannes, hein, je crois, Lars von Trier. Mais bon, on en parlera moyennement, on va dire, du réalisateur danois. La météo pour cette étape, nuageux du côté du ciel, de la pluie est attendue en soirée. Donc attention à l'horaire de départ, plus c'est tôt mieux c'est, sauf que quand on démarre tôt au niveau de l'horaire de départ, eh bien on n'a pas de point de repère sur ses adversaires, donc c'est pas toujours facile. Le vent aussi va subir des changements pendant ce contre-la-montre, hein, avec un des vents qui devrait être de sud entre 10 et 20 km/h, et puis il passera en vent d'ouest en soirée entre 30 et 40 km/h en rafale, donc c'est plus la même chose, et surtout il sera de face dans la dernière ligne droite.
De toute manière, le vent sera plutôt de face sur le retour sur ce parcours, donc qui fait une grande boucle, on va dire, donc il sera plutôt de face sur la fin. Du côté de la stratégie, il faut partir fort, finir fort, faire attention quand même d'en garder pour le final. Ce n'est pas un prologue, et puis surtout, si le vent est plutôt de face, il faudra faire attention, hein, bien entendu, de conserver de l'énergie dans le final, parce que c'est là on pourrait faire les écarts, c'est vent de face plutôt que vent de dos. C'est un peu le même principe que le 4 nage en natation, où vous faites plus d'écart sur la nage la plus lente que sur la nage la plus rapide. Du côté des favoris, j'ai mis Filippo Ganna, parce qu'il aura envie de porter le maillot jaune, il ne l'a encore pas fait. Wout van Aert, parce que s'il commence à faire un petit peu humide, s'il pleut un peu plus tôt que prévu, Wout van Aert, avec le cyclocross, il sait manier son vélo. Bon, Ganna aussi, hein, qui est très bon dans les trajectoires, c'est pour ça que je l'ai mis aussi parmi mes favoris, parce que les parcours en ville, il aime bien. Souvenez-vous, l'année dernière à Turin, sur le Giro, il avait été impressionnant sur ses trajectoires. Stéphane Bissegger, c'est le meilleur, peut-être aujourd'hui, au monde, entre 10 km et 25 km de contre-la-montre, donc on est pile dans ce qu'il aime le mieux. On se souvient notamment du contre-la-montre à Gien l'année dernière sur Paris-Nice, ou du début de saison, c'est le seul qui a battu Ganna. C'était du côté de l'UAE Tour, je crois me rappeler, c'était également 12-13 km du côté de l'UAE Tour, je crois me rappeler. Ah non, quoi, c'était 10, je ne sais plus. Mais c'était un contre-la-montre dans ces eaux-là. Grosse cote, Kasper Asgreen, je pense que le Danois a envie. Les Danois ont envie de porter le maillot jaune, et Kasper Asgreen, je pense qu'il a bien travaillé le contre-la-montre, donc pourquoi pas. Du côté des horaires, ça c'est la petite nouveauté des vidéos 2022. Départ à 16h, arrivée à 19h10 du dernier coureur. Du côté de l'organisateur, on considère que ce contre-la-montre fera 15 minutes. C'est important de le signaler. Du côté de la liste de départ, des grands noms sur cette liste de départ, le premier à partir, ça sera Jérémy Lecros à 16h. Mollema partira déjà à 16h04. Et puis on aura David Gaudu à 16h12. 16h11, on aura eu Mathieu Van Der Poel. Benjamin Thomas à 16h14. Henrik Mas à 16h15. Bob Jungels 16h18. Daniel Felipe Martinez à 16h19. Primož Roglič à 16h20. Donc ces coureurs-là n'auront pas de repères. Hein. Ils n'auront pas de temps. De temps intermédiaire très impressionnant. Donc ça peut être un petit peu compliqué. On aura Mats Pedersen à 16h26, Nairo Quintana à 16h28, avec Nelson Poles à 16h29, on ne sait jamais. Nelson Poles, il a quand même fait un bon tour de Suisse. Louis Mentiès, 16h31, Stephen Kung, 16h34, Guillaume Martin, 16h36, juste avant Matteo Jorgensen. Vlasov, 16h39, juste avant Ben O'Connor à 16h40. Geraint Thomas, 16h41. Jonas Vingegaard à 16h42. Donc après son leader, enfin après le leader, on ne sait pas trop qui est leader chez Jumbo. Moi je pense que c'est quand même Primož Roglič. Pierre Latour, 16h47. On aura Ruben Guerrero à 16h51, Andreas Leknesund à 16h54, Thibaut Pinot 16h56, Damiano Caruso 16h57 également, Maximilian Charman à 17h01, Ganna à 17h03 juste avant Wout van Aert, donc le match à distance, et juste après il y aura Pogacar, donc vraiment entre 17h03 et 17h05 il faudra être devant sa télévision. On aura qui d'autre qui sera bien placé au niveau du général? Yannis Aguirre, 17h20, c'est l'un des derniers à partir. Lennart Kamna, 17h23, faire attention, c'est le nouveau champion d'Allemagne. Adam Yates, c'est 17h25. McNulty, 17h27. Michael Woods, 17h30. On verra, on peut bien se marrer avec Woods. Uran, 17h35. Mohoric 41, et puis je descends, Kreuzweig 48, et puis après on aura surtout des équipiers, hein, vu que les meilleurs seront partis très tôt. Chris Froome, 18h14, on regardera quand même, le coureur britannique. Voilà, il y a surtout ensuite des équipiers. Jakob Fuglsang à 18h36. Sera l'un des derniers à partir, avec Lutsenko à 18h42 également. Et puis parmi les derniers à partir, on aura Pierre-Luc Perrichon, Nils Politt, Thomas Pidcock, Nathan Van Hooydonck et Marc Soler sera le dernier à s'élancer
à 18h55. Donc vous voyez, surtout entre 16h et 17h30. Ensuite, il y aura un peu moins de grands noms qui s'élanceront sur le contre-la-montre, à part Fuglsang, Lutsenko, notamment, qui seront plutôt les derniers à partir du côté des grands leaders. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Débrief avant 21h30, et je pense plutôt vers 22h pour le débrief de cette étape. Il y aura peut-être beaucoup de choses à dire. En plus, on aura peut-être déjà des écarts sur cette étape numéro 1. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Surtout, n'hésitez pas à marquer vos favoris dans les commentaires. Allez, ciao, ciao. À ce soir pour le débrief de cette étape.